PO entre les mains ou dans un mail et qui vont devoir faire quelque chose avec ça. Et cette couverture pourrait résumer la dualité du product owner dans laquelle on s'est tous retrouvés à un moment donné. À ma gauche, innover. Innover dans le sens d'inventer, d'imaginer, d'apporter de la valeur, dans le sens de créer des usages, des services, des produits. À ma droite, délivrer. Délivrer dans le sens de mettre à disposition ce qui a été imaginé, ce qui a été pensé, dans le respect de la qualité, dans le respect des critères qu'on a pu fixer juste avant. Si on avait de résumer un petit peu le quotidien d'un product owner, eh bien, je pense que cette phrase à elle toute seule pourrait être ce que tous les product owners pourraient formuler. J'utiliserai souvent le terme PO à la place de product owner. Le PO arrive aussi avec son jargon, et dès qu'on prend le rôle, on arrive déjà avec un acronyme. En tant que PO, je voudrais que ça marche, je veux que ça marche afin d'être content. Et je vais me permettre une première parenthèse, juste dans cette introduction, parce que certains parmi vous auront sans doute reconnu le formalisme classique de la... Eh ben, quel enthousiasme! Ouh! Si tu es futur PO, voilà l'énergie avec laquelle tu démarres. Alors, si PO, ça ne te suffisait pas comme acronyme, je t'en donne un deuxième, toi, Product Owner ou futur Product Owner, puisque toutes les user stories arrivent avec leur definition of done, leur définition de terminé, ce qui pose évidemment la question de que serait la définition de terminé à la user story que j'ai écrite précédemment, qui n'est pas de moi, j'en suis pas l'auteur. Et plus largement, par extension, qu'est-ce que la définition de terminé? Un sujet que je ne couvrirai absolument pas là, puisque je ne sais pas le traiter, cette question. Ou plutôt, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, pour donner une réponse à tous les PO qui se demandent qu'est-ce que la définition de terminé, le plus simple, c'est qu'on le verra au cours de cette conférence, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous allez avoir des conversations avec des gens et que vous allez donc leur formuler des besoins ou des exigences, peu importe le terme que vous allez leur donner, demandez aux gens qui sont en face de vous de vous bombarder de questions. Voilà. C'est une technique assez simple. Souvent, la définition de terminé se résume à non pas un outil ni à une recette, mais plutôt à une pratique qui consiste à interagir, une forme d'interaction simple. Si vous êtes face un jour à un PO, bombardez-le de questions. Quand je dis bombarder, évidemment, vous l'aurez pris au sens figuré, pas au sens propre, mais littéralement, il faut qu'un product owner se sente fatigué après une séance. C'est-à-dire qu'il soit littéralement bombardé de questions. Ça provoque après à peu près le même niveau d'enthousiasme que les user stories de tout à l'heure. C'est pas grave. En tant que product owner, tu sais que tu vas devoir écrire des user stories. Tu le sais, mais tu n'as pas que ça. Tu en as plein d'autres des outils. Allez, je vous les donne tous en vrac. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je sais que les gens adorent des outils. Tous les outils du product owner. On a vu les user stories. Ah, troisième acronyme, US. 3 minutes de conf, 3 acronymes. US, user story, dot, definition of done, PO, product owner. On rappellera également au passage que les user stories techniques, ça n'existe pas. C'est comme le Père Noël. Zut, excusez-moi. Pardon. On préférera, et j'y reviendrai tout à l'heure, des ENF, 4e acronyme, c'est cadeau. Je vous rassure, j'arrêterai là. Des US, on les stocke évidemment dans un... Formidable. Il y a quand même des choses qui sont restées finalement après toutes ces années d'agilité. C'est plutôt une bonne nouvelle. Un backlog, chaque US évidemment est associé avec une notion de valeur, donc en tant que product owner, je dois associer la valeur. Ce backlog, je vais utiliser des techniques de tri, il en existe plein, mais parmi les incontournables, on citera Moscou, on citera la vision 2020, on pourra aussi citer la priorisation 35, si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder les jeux de Tiagi, c'est passionnant. Ce backlog, vous allez le trier, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a un bon moyen de l'organiser, ça s'appelle de mettre en place un Kanban pour prioriser, on utilisera les techniques CD3.
cost of delay divisé par la durée. Je n'y reviendrai pas dans cette conférence parce que c'est beaucoup trop avancé, mais ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour la... Enfin, moi, que je recommande à tous mes PO. Ça, c'est pour la partie délivrée. Et sur la partie innovée, on va pouvoir retrouver des choses... voilà, comment est-ce qu'on fait jaillir un backlog? Il y a des trucs simples. Hein. Ah non, j'avais dit que j'arrêterais. C'est pas vrai, en fait. Un USM, un User Story Mapping, grand classique. On pourrait citer dans la famille mapping, je voudrais également le frère, l'impact mapping. Ça, là, ça marche. C'est pratique. Si vous n'aimez pas ça, si vous aimez plutôt les approches créatives, vous irez vous réfugier dans des inspirations de type design thinking. Si vous êtes plutôt entrepreneur, oh, encore un, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. BMC, Business Model Canva, tellement connu, tellement classique, tellement pas pratiqué. Ça me fend le cœur. Après, il y a beaucoup de cases dans un business model Canva. Si vous aimez les Canva avec moins de cases, vous pouvez prendre le Value Proposition Canva. Ça se concentre sur 2 cases du business model Canva, mais quand tu zoomes sur le Value Proposition Canva, tu as encore 6 cases. C'est un autre bouquin. On l'appellera le VPC. Il y en a qui ont copié le business model Canva. H. Moria, qui a surfé sur le pic. Voilà, il a fait le Lean Canva. Si tu n'as pas compris comment te servir du business model Canva, tu es passé sur le Lean Canva à un moment donné, tu n'as pas plus compris, mais tu es content. Quand je dis tu, évidemment, je pourrais dire je, parce que je l'ai fait, on l'a tous fait. Et à un moment donné, on s'est plongé dans les stratégies océan bleu, parce que ça nous amène, ça nous sort complètement de nos métiers. C'est ça qui est assez passionnant. Les stratégies océan bleu en rupture avec la notion d'océan rouge. Et on pourrait aller plus loin sur les autres outils. J'ai découvert récemment qu'il y a un truc qui s'appelle Adobe Kickbox. On a l'impression que c'est révolutionnaire. C'est juste un truc super bien packagé. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'aurais noté aussi encore? Des elevator pitch. Évidemment. J'irai pas jusqu'à dire que tu dois tous les connaître. Mais si à la fin de la conférence, tu pouvais au moins faire un Google sur chacun de ces mots-clés, tu feras un grand pas dans ta vie de product owner. Mais évidemment, je ne vais pas vous promettre la lune. Et en tant que product owner, ça aide d'avoir tous ces outils. Mais ça ne fait pas de nous des product owners complets. Un product owner, c'est quoi? Ça va souvent être vu comme quelqu'un qui va jongler avec des user stories. Voilà, c'est vraiment le... Aujourd'hui, on peut le réduire là-dessus. Ces user stories, elles viennent d'où? Comment est-ce qu'il va les distribuer? Le product owner, c'est un rôle complexe qui est à la frontière de 3 mondes. Un monde plutôt technique, surtout si vous êtes dans l'informatique. De l'intérêt d'avoir la definition of done. Un monde plutôt orienté utilisateur. Combien il y a de product owners qui interagissent avec leurs utilisateurs? Et l'inverse, combien de product owners ne travaillent pas avec leurs utilisateurs? Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que parfois ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un autre acteur essentiel dans la vie product owner, c'est l'organisation au sens large. Je ne mets pas entreprise, parce qu'on trouve des product owners aujourd'hui dans des associations, dans le monde du public. Et en gros, l'organisation, c'est tout ce qui va concerner la maîtrise de l'agenda, du planning, et puis dans certains cas, enfin, la plupart du temps, la maîtrise du budget. Ça, ce sont tous les liens. Et on voit bien que déjà, rien que sur la partie délivrée, on voit bien où sont les liens. Sur la partie innovée, bon, ça commence à être un petit peu plus flou. Et parfois, on voit émerger des choses, des hybridations, un petit peu comme cette conférence, mi-présentiel, mi-distanciel. On a des PO, mi-PO, mi-proxy PO, ou proxy PO, c'est encore un terme qui perdure aujourd'hui. D'autres éléments de langage ont émergé, comme PM, Product Manager, ou PL, Product Leader. Ce qui fait qu'on peut aujourd'hui affirmer que Product Owner est un rôle qui désigne un acteur dans l'organisation qui est complètement sorti du cadre Scrum initial et qui maintenant est un rôle agile à part entière, quelle que soit la forme de l'agilité qui est mise en place dans votre organisation.
Ces liens-là, il faut savoir les entretenir, il faut savoir les créer. Combien de product owners ont accès à l'ensemble de ces acteurs? Pas beaucoup, peu, en tout cas ceux avec lesquels je travaille, n'ont pas forcément tous accès à tout et n'ont pas forcément tous les mêmes appétences. J'ai choisi de complexifier un petit peu la question parce que dans les typologies de product owner, tous ne se ressemblent pas. En fait, dans product owner, il y a product. On aura tous reconnu qu'on parle de produit, ça c'est l'idéal. Sommes-nous dans une approche produit? Une approche produit, c'est-à-dire à un moment donné, quelque chose qui naît, quelque chose qui va évoluer, puis qui aura globalement une vie permanente. La fin d'un produit, c'est seulement quand il va mourir. On va beaucoup retrouver ça dans le monde du B2C, par exemple, et parfois dans quelques DSI. C'est loin d'être le cas de la majeure partie des cas. On a aussi pas mal de product owners qu'on pourrait renommer en project owner, c'est-à-dire qu'ils ont la fonction d'un product owner, mais en fait, toute l'organisation nous montre clairement qu'ils vont fonctionner en mode projet, c'est-à-dire avec un début et avec une fin. Je ne sais pas si parmi vous, parmi le distanciel, il y en a qui... Non, il n'y a personne. Ah si. Et oui, ça existe encore. Force et honneur. Une fois que le projet est terminé, on passe dans une autre phase. On appellera ça une phase de TMA. Et si je pose ces contextes-là, c'est parce que s'il manquait un petit peu de complexité, on trouve aussi des organisations qui ont trouvé, encore une fois, un mélange des deux. C'est-à-dire, on prend le meilleur et le pire, et on va faire du mode produit avec du mode projet. Par exemple, un modèle qu'on va beaucoup retrouver chez les éditeurs. On va se retrouver avec des choses qui sont vendues, mais ça doit quand même, à un moment donné, se déverser dans quelque chose de générique, en respectant des délais. Et ça, en tant que product owner, il faut que je sache un petit peu, pour ça que certains qui ont de l'expérience de la logique produit vont se retrouver assez à l'aise. Les product owners qui sont plutôt dans cette lecture double, c'est-à-dire à la fois satisfaire les promesses non réalisées et celles qu'on souhaiterait aboutir, vont avoir du mal à basculer d'un mode à l'autre. Et on sait que les modes projet, voilà, ça c'est assez facile, on en a beaucoup fait. Donc du coup, où est-ce qu'on va le trouver, notre product owner? Il est où? C'est qui? Les annonces de product owner fleurissent sur Internet. C'est fou. Un peu comme les annonces de Scrum Master. Non, c'est pas vrai, les annonces de Scrum Master. Si, ça fleurit un peu. Un product owner, c'est qui? C'est quoi? Il vient d'où? Il vient d'où chez vous? Où est-ce qu'on va le trouver? Il y a plein de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. On pourrait se dire, moi je croise pas mal de product owners qui disent, en fait, je suis aussi le Scrum Master. Alors, c'est assez logique. Hein. Attendez. Moi aussi, j'ai fait mon mea culpa. Pendant longtemps, j'ai dit, jamais de la vie, tu ne mangeras pas de ce pain-là. Il faut un Scrum Master qui n'a rien à voir avec le product owner. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Quand vous avez un product owner qui est Scrum Master, c'est quand même pratique. Vous avez quelqu'un qui connaît le produit, qui connaît la méthode. Et puis surtout, quand il n'y a pas de Scrum Master, c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui veut bien porter la casquette. Il faut quand même admettre ce qui est. C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'en même temps, lorsque vous êtes product owner et Scrum Master, ce sont deux rôles différents. Et comme pas grand monde, comme on ne sait pas encore très bien ce que c'est qu'un Scrum Master, on a surtout l'impression d'être la personne qui rythme les itérations et qui surveille ceux qui vont faire. Et attention, il y a des implémentations qui fonctionnent très bien, notamment sur les petites équipes. C'est très, très, très efficace. S'il y a la possibilité, vraiment, c'est d'aller chercher des gens du métier. Alors ça, c'est top. On comprend à l'évidence, hein, quelqu'un du métier, quelqu'un qui connaît, quel que soit le métier, que ce soit de l'hospitalier, de la logistique ou autre chose, peu importe. Voilà. Ça sera hyper pratique pour écrire des super US. Globalement, ces personnes-là sont assez incompétentes techniquement, ce qui va être soit une très grande qualité, soit un très grand défaut. Enfin, ça, c'est pour les populations techniques. Et bien souvent, cette personne va avoir du mal à dialoguer avec des populations techniques. Donc, c'est à la fois bien et pas bien.
Des fois, on pourrait se poser la question si dans certaines organisations, ce ne serait pas aux gens du marketing d'assumer ce rôle-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller les chercher? Parce que concrètement, des gens qui sont proches des utilisateurs, des gens qui connaissent les utilisateurs, qui sont à leur contact, les gens du marketing, alors j'aurais pu mettre la com, hein, ça marche aussi. Alors oui et non, encore une fois. Non, parce que ce ne sont pas forcément des populations qui sont dans cette dynamique, qu'elles soient produits, projets ou avant, et donc ils ne sont pas forcément synchro. D'ailleurs, quand on leur parle d'agilité, elles peuvent se sentir assez exclues dans le dispositif. Alors si on parle de populations qu'on peut exclure aussi, on va parler des commerciaux. S'il y a des commerciaux dans la salle ou qui sont connectés, je vous invite vraiment... moi, j'ai une grande affection pour les commerciaux. Je trouve que c'est les personnes qui sont au cœur du business, qui savent très bien où sont les priorités, qui savent très bien être agiles avec les priorités. Par contre, qui sont peut-être un peu moins dans la démarche et dans la méthode. Donc, on voit bien que sur chacune de ces origines, il y a des avantages et des inconvénients. Et pourquoi pas un PO Dev? Ouais, ça n'emballe pas des masses. Hein, ça. Pourtant, dans certains métiers, dans certaines organisations, les développeurs ont une telle connaissance du métier que ce sont bien souvent les personnes les plus aptes à prendre les meilleures décisions. Et comme elles sont au four et au moulin, eh bien, elles ont une connaissance 360, elles sont beaucoup plus réactives. Et cette segmentation nous cause du tort dans d'autres organisations où on a isolé la fonction et la réflexion de product owner, on l'a complètement destitué de ces populations techniques en disant « vous ne ferez pas de ces choses-là ». Ce qui fait que quand on explique à des devs que oui, tout à fait, ils ont la capacité d'écrire des user stories, c'est quasiment une annonce, c'est carrément de l'hérésie aujourd'hui, dans certaines boîtes. Évidemment, pas partout, je ne ferai pas de généralité. Donc, comment est-ce qu'on peut recruter un product owner? Grande question, il peut être interne, il peut peut-être aussi être externe, à voir. Il y en a parfois plusieurs aussi, si vous êtes sur des gros projets, vous serez vite arrivé à la conclusion qu'un product owner, ça va être difficile, c'est pour ça que je n'en parle pas, parce que je ne sais pas faire. Déjà, travailler avec un product owner, c'est compliqué. Alors, un méta-product owner, on entend beaucoup parler d'agilité à l'échelle. On a peu de retours de gros product owners sur des gros sujets, des collèges de product owners. Alors, quel que soit le cadre dans lequel on va se trouver, quelle que soit l'organisation, on va retrouver une démarche commune. C'est-à-dire, si on va revenir, c'est bien, là j'ai élargi, mais revenons un petit peu à tout ce qu'on peut retrouver de commun sur un product owner. Vous l'avez cité tout à l'heure, à un moment donné, on va devoir lister. Ça atterrira dans un backlog ou pas d'ailleurs, en tout cas on va appeler ça une liste. Je crois que le jour où j'ai mieux compris ce qu'était un product owner, c'est quand une personne qui travaillait dans une ONG m'a demandé quand je lui explique l'agilité, et du coup j'étais bien en peine, parce que dès que je sortais un mot technique, elle ne comprenait rien. Du coup je l'ai perdu en moins d'une minute avec mon jargon d'agiliste. Donc je lui ai dit, voilà, tu listes tout ce qu'il y a à faire. Alors pour ceux qui sont plus proches de l'agilité, on va juste rappeler quelque chose de simple, c'est qu'il n'y a pas 50 backlogs, il n'y en a qu'un. Donc, si tu es dans ta tête en train de te dire « Ah, je sais que les autres en ont un aussi », tu sais que ça fait au moins 2. Et du coup, ce n'est pas un backlog. Okay. Donc, il y a un backlog. Il n'y a pas de shadow backlog. Voilà. Les shadow backlog, c'est les listes que tout le monde tient dans un coin, mais comme on n'a pas le droit de les mettre dans la liste principale, eh bien, on les garde à côté. Deuxième étape qu'on va certainement devoir faire, trier. Voilà, tous les product owners ont cet exercice. Il va falloir trier. Il faut que tu aimes trier. Tu vas être un peu le Marie Kondo du backlog. Voilà. Un product owner maniaque, c'est une bonne qualité. Voilà. Si tu es plutôt bordélique dans la vie, ça va se voir sur ton backlog. Alors, peut-être pour rappeler aussi, c'est pas une règle, mais c'est vrai que c'est des comportements qu'on a vu beaucoup émerger, on a essayé d'en faire, et on se rend compte que ça ne marche pas. Si dans votre boîte, vous avez des trucs qui s'appellent P1, P2, P3, voilà. Bon, on sait aujourd'hui que ça ne marche pas, P1, P2, P3, parce que les gens, quand ils ont compris comment on peut pirater le système, ils mettent tout en P1, et du coup, on se retrouve avec des P1.1, des P1.2, des P.
ça marche pas, je ne sais pas comment le dire. J'ai même plus envie de m'énerver maintenant quand je vois ça. J'ai juste envie de rigoler. Donc, trier, ça veut dire il y a un 1, il y a un seul 2, et il y a un seul 3. Et si tu veux vraiment négocier la règle et mettre 2, 1, et ben, du coup, tu n'es plus dans l'exercice de tri, parce que de cette règle, c'est vraiment une invitation en tant que PO à prendre des décisions. Et Dieu que c'est dur. Elles sont faites pour ça. Tous ces outils sont faits pour ça. Et après, il va certainement falloir visualiser. Voilà, visualiser tout ça parce qu'on a plein de choses. Pendant longtemps, on a dit, voilà, ce serait bien qu'il n'y ait pas plus de 50 éléments dans les backlogs, ou 30, ou pas beaucoup, quoi, en gros. On sait aujourd'hui qu'il y a plein de PO qui ont complètement dépassé la règle. Puis avec le Covid, maintenant, on ne fait même plus de post-it physique, ce qui fait qu'avant, les gens ils disaient « Ah non, c'est lourd de faire plein de post-it. » On a tout mis dans un Excel. Voilà. Et oui, il y a encore des backlogs qui sont faits dans les Excel. Excel, c'est un super outil, mais ce n'est pas fait pour faire des backlogs. C'est pareil, hein, le No Excel, le No Trello, le No Jira, le No ce que tu veux, en fait. Je ne suis pas contre, hein, fondamentalement. En fait, il faut bien reconnaître à ces outils-là qu'ils ont une très grande qualité. Ils font tout ce qu'on n'a pas envie de faire en manuel. Ils tracent, on peut calculer des indicateurs de fou, même ceux qu'on n'imaginait pas avant. Ben, je remercie Jira rien que pour ça. Il m'a fait découvrir comment me servir de certaines cartes de contrôle. On a une précision dans les données qu'on ne peut pas avoir, mais ils souffrent visuellement. Ce ne sont pas des outils visuels. Et ça, je peux vous renvoyer vers d'autres exposés que j'ai pu faire, notamment si vous vous intéressez aux démarches UX et à la gestalt visuelle. Vous verrez qu'il y a une uniformité de l'information qui fait que l'information n'est pas accessible, et donc ces outils de pilotage sont mal designés pour avoir une représentation de l'information. Donc ils ne sont pas mauvais en soi, il manque juste le plugin visuel. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Miro, des Mural ou des Klaxoon, et puis à côté on a notre truc et on essaie de faire des réconciliations. C'est compliqué. Bon, après on y arrive, voilà, on bricole, les PO arrivent toujours à faire ça. On arrive à peu près à lister, on arrive à peu près à trier, on arrive même dans un Trello, voilà. Et comment on fait avant? Et comment on fait après? Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a fait tout ça? Ça part en recette, ça part en dev, ça part en prod. Et moi, en tant que PO, là, je commence à être un petit peu en délicatesse. Je suis en délicatesse parce que j'ai plein de questions qui se posent. Avant ça, avant même de ce que ça part en prod, c'est dans mon backlog, j'ai quoi? Alors, on peut organiser le backlog en deux catégories. On va regarder un axe. Tout ce qui va être visible. Tout ce qui va être visible des utilisateurs. Et tout ce qui va apporter de la satisfaction, de la valeur. Si je vous demande ce que vous mettriez dans la case visible, et qu'est-ce qui est visible de nos utilisateurs et qui a de la valeur, vous allez me répondre des user stories, évidemment. Merci d'avoir suivi. Si tu n'as pas d'user story dans ton organisation, ce n'est pas grave, tu t'appelles ça fonctionnalité, tu appelles ça épique, thème, sachant qu'on n'a toujours pas compris la différence entre tout ça. Personnellement, moi, j'utilise que US, c'est déjà bien assez compliqué comme ça, parce qu'on a la DOD, hein, qui est déjà bien compliqué. Si je vous demande ce qui est visible et qui provoque de l'insatisfaction, vous allez me répondre « Ah ouais, alors ça, généralement, ça va vite. Hein. » Voilà. Ça, il y a du monde. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'est-ce qui n'est pas visible des utilisateurs, mais qui apporte quand même de la valeur. Ah, les US techniques, yes! US techniques, ça n'existe pas. C'est pas parce que je ne veux pas que ça n'existe, c'est parce qu'il y a user. Et user et technique, ça ne va pas ensemble. Ça peut cohabiter ensemble, ça peut se parler. Donc on appellera ça des exigences fonctionnelles, si vous êtes d'accord. Vous allez me dire, c'est la même chose, je vais vous répondre oui, mais c'est non fonctionnel. Et après, il y a cette dernière case-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui n'est pas visible et qui génère l'insatisfaction? La dette technique. Ce qui est partiellement vrai et donc à moitié faux. Parce que je voudrais rétablir quand même une petite vérité et rétablir une injustice. Il n'y a pas que de la dette technique dans les backlogs. Ce serait injuste d'attribuer la dette uniquement à la technique. Il y a aussi de la dette métier et de la dette fonctionnelle. On n'en parle pas assez.
Et pourtant, la principale source d'erreur dans les applications, elle vient quand même du backlog. Donc, parlons aussi de la dette métier. Au final, on est d'accord que personne n'aura envie de la payer de toute façon, donc ça ne changera pas le fond du sujet, c'est juste un exercice rhétorique. J'aimerais ouvrir une énorme parenthèse, notamment sur les exigences non fonctionnelles. J'appellerais ça des ENF parce que c'est trop long à écrire. Une exigence non fonctionnelle, vous savez, c'est tous ces trucs transverses, tous ces trucs de la qualité, tous ces trucs que tout le monde dit qu'il faudrait faire, mais personne ne sait comment. Et puis surtout, on ne sait pas les écrire. Et comment on écrirait la définition terminée de « il faut respecter la charte graphique ». J'aime bien, c'est quand c'est des anecdotes comme ça qui résonnent. Tu sens que c'est actuel, quand la personne qui réagit. Comment tu dirais que mon application elle est performante? Tu commences à jurer, c'est vraiment que tu le portes comme un poids. Hein. Comment on va écrire la définition terminée de ça? En fait, c'est jamais véritablement terminé. Ou plutôt, si on veut essayer de définir ce qu'est la DOD, on ne va pas écrire en mode BDD ou comme on ferait sur des US techniques. La première chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable de mesurer actuellement. C'est quoi la mesure sur l'indicateur? Et du coup, si tu me dis compatible charte graphique, dis-moi aujourd'hui combien tu es en respect de la charte graphique. Généralement, j'ai plutôt l'impression, enfin, quand je pose la question aux équipes, j'ai plutôt l'impression de se retrouver face à des poules devant un couteau. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais il faut que ça respecte la charte graphique. Très bien. Comme tu ne sais pas quelle est la mesure, ce n'est pas grave, donne-moi le protocole de mesure. Là, c'est-à-dire la démarche, quel qu'en soit le formalisme, technique, pas technique, métier, comment tu vas relever qu'on va pouvoir attester qu'effectivement c'est conforme. Là, pareil, ça demande un petit peu d'élaboration, et ce qui devient intéressant, c'est qu'on provoque des conversations entre les personnes. Une fois qu'on a ça, on va avoir un indicateur, donne-moi la cible. Souvent, sur la charte graphique, je vous donne la réponse, c'est un pourcentage, ça va s'exprimer en ratio. J'aurais pu le faire sur la sécurité, la compatibilité, l'interopérabilité, tous les trucs qui finissent en IT, généralement. Les trucs qui finissent en IT, c'est les trucs dont les PO ne veulent pas entendre parler. Parce que c'est trop compliqué, puis c'est des trucs de tech. Donne-moi la cible. Tu veux 100% de compatibilité ou 90%? Ça, c'est la marge. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas le même travail d'avoir 100% de compatibilité ou d'en avoir 80%. Et puis, vous avez compris qu'à travers mon propos, il y a une unité. Quelle est l'unité de mesure aujourd'hui qu'on va utiliser? Est-ce que c'est du temps? Voilà, de la performance, c'est facile, l'exprimer en temps. La simplicité, je l'aime bien celui-là. C'est pas simple, sans doute. Comment elle s'exprime? Ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Tout ça, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'invente, c'est documenté dans des référentiels qu'on a un petit peu oubliés. Ça s'appelle FURPS+, c'était énormément en vogue dans les processus unifiés, quels qu'ils soient. Et ça peut être intéressant de les mettre au goût du jour. Ces ENF, oh là, on se rassure, hein. Elles passent sur une voie qui sera plutôt lente. Vous savez, c'est facile à identifier les ENF. Dans un jeu qui s'appelle Cambanzine, c'est que des cartes vertes. C'est tous les trucs qu'on fait passer après. Voilà. En fonction du product owner et de la culture de l'organisation, on appellera ça des demandes boulets. Si tu ne les fais pas, il ne se passe rien. Le jour où tu oublies de les faire, ça t'explose à la figure. C'est exactement l'inverse des demandes rapides. Par exemple, on remarque que la plupart des bugs passent extrêmement rapidement, souvent parce qu'ils sont petits, ou parce que c'est urgent, ou parce que c'est le patron qui l'a demandé, ou parce qu'il y a plein d'autres bonnes raisons de faire passer des trucs super rapides. On n'a jamais vu une demande de respect de la charte graphique passer en urgence. Éventuellement un peu de performance. Et puis, on a tout ce qui va être intermédiaire. Ça veut dire que là, en tant que product owner, j'ai plein de dimensions à gérer. J'ai des demandes qui vont être extrêmement rapides et d'autres qui vont être normales et d'autres qui vont être lentes. Ça porte un nom, ça s'appelle des classes de service. Et on voit bien qu'en tant que PO, en fonction de l'organisation dans laquelle je me trouve, je ne vais pas avoir les mêmes dynamiques sur mon produit. Si je fais passer que du rapide, si je fais que du correctif, parce que mon produit est déjà mûr, je vais oublier l'innovation. Et on a des produits qui ronronnent. On a des PO qui se posent la question de savoir comment je fais du Scrum avec un truc où c'est plan-plan, parce que mon produit, il est mature. Alors que souvent, au début, on a des choses assez grosses à faire passer. Ça, c'est classe de service. Finalement, si tu rajoutes juste des colonnes, tu vas voir apparaître
qu'on appelle un Kanban. Et si à 50 ans, tu es PO et que tu n'as pas fait un Kanban pour PO, tu n'as pas raté ta vie, il ne faut pas déconner quand même. Enfin, tu as raté un gros morceau de la vie du PO. Hein. Donc, le Kanban pour PO. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la phase, la maturité de ma pratique, je vois difficilement comment un PO peut faire sans Kanban. J'en vois plein faire sans Kanban, mais moi, je n'arrive pas à travailler sans Kanban. Un Kanban, c'est quoi? C'est quand tu vas ventiler, quand tu vas regarder le cycle de vie de l'ensemble de tes demandes. Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite, parce qu'on fait des ateliers Kanban pour savoir quel est le cycle de vie, mais en gros, vous allez avoir un stock. Ça, c'est là où tout va tomber. Ensuite, tu vas faire un truc qui va s'appeler pas loin d'un truc qui s'appelle analyse. Ça peut s'appeler spec. Après, généralement, il y a des gens qui vont concevoir. Et puis après, on va développer. Et puis après, on va tester. Et si tu commences à te dire que ça ressemble à un cycle en V, tu as absolument raison. La seule différence, c'est qu'il y a plein de trucs qui circulent à l'intérieur. Après, tu fais ta recette, tu livres. Et peut-être qu'à la fin, c'est livré. Et on voit bien cette dualité. Elle est où, cette dualité du product owner? Finalement, moi, j'observe toute la chaîne. Alors, je me concentre sur quoi? Je me concentre là, je me concentre là-dessus. Est-ce que je me mets sur l'entrée? Est-ce que je me mets sur la fin? Si vous êtes product owner et que vous avez un Kanban pour PO, déjà bravo, félicitations, c'est hyper courageux. Et après, je vous renvoie vers la logique qu'il faut, on répétera, je pense, pendant encore des dizaines d'années. Quand on est dans un Kanban, il faut commencer par terminer. Et arrêter de commencer. Voilà, je la place là, c'est cadeau. Vous pouvez la réimporter dans vos organisations. Arrêtez de commencer. Commencez par terminer. Bon, vous pouvez tourner les outils dans tous les sens. À un moment donné, de toute façon, les PO, ils vont regarder ici. Et puis, si ce n'est pas vous qui le faites, vous pouvez regarder ce qui sort. Mais l'organisation va nous ramener à l'entrée. Alors là, à l'entrée, on va se poser la question repriorisation. Du coup, c'est quoi la stratégie aujourd'hui qu'on utilise? Quelle est la stratégie? Et quand on pose la question à des PO, ils nous disent ouais, la valeur, déjà la valeur c'est hyper compliqué parce que les unités ne sont pas les mêmes, du coup on priorise des choux et des carottes. Et en fait, en tant que PO, je veux juste savoir, est-ce que je fais des trucs, juste les fonctionnalités de ouf? Si on considère que ouf est un terme qui est utilisé dans votre organisation, je ne suis pas sûr. Voilà. Excuse-moi, pardon pour l'ingé son. Est-ce que ta stratégie, c'est uniquement de répondre à ce qui a été vendu ou acheté? Ça dépend comment tu te positionnes. Voilà, si tu as des commerciaux. Et pourquoi pas, hein. J'ai pas d'a priori sur la question. Après, tu peux avoir la stratégie du il le faut. Stratégie bizarre, mais qui est globalement assez répandue. Il le faut, donc je vous laisse traduire ce que ça veut dire. Et quand vous avez plusieurs il le faut, du coup, ça repose la question. C'est quoi la différence entre un il le faut et un autre qui est il le faut? Faut être maniaque et aimer tourner en rond quand on est PO aussi. Alors, du coup, tu vas dans des confs, tu t'informes, tu te dis « Ah, mais non, c'est pas vrai, product owner, produit, utilisateur, évidemment, priorisé par rapport à ce que les utilisateurs veulent, c'est logique. Ouais, mais comment tu fais quand tu as des bugs, de la dette, des exigences non fonctionnelles? Sinon, tu arrêtes, tu lâches l'affaire, tu dis « Bon, allez, tout ça, hop, tu te fies à ton intuition. Voilà. Je te souhaite d'en avoir une bonne. » Si tu n'en as pas une bonne et que tu n'as pas de leadership parce que tu es proxy product owner, c'est pas grave. Tu vas voir le hippo du coin. Voilà, le hippo, c'est la stratégie qui fonctionne sans doute le mieux pour se déresponsabiliser. C'est highest paid person opinion. Tu te tournes vers la personne qui a le plus gros salaire dans la pièce, tu lui demandes la priorité. Généralement, elle ne te répondra pas parce qu'elle n'a pas envie de prendre la responsabilité. Parce que c'est ton job, t'es PO. C'est galère d'être PO. Alors, tu vas voir le marketing, parce que là, on parle beaucoup de data. Donc, tu mets en place des stratégies d'analytique. Tu as plein de data. Tu ne sais pas ce que tu dois lire, mais tu en as plein. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je me trouvais intelligent, je me retrouve malin maintenant. Je suis perdu dans mes données, je ne sais pas trop comment faire. Donc, il faut apprendre à les lire. Ce n'est pas évident. Après, tu peux faire des votes.
Ça marche, c'est bien, ça donne un côté un peu démocratique. Voilà, tu demandes à la majorité. Après, ça dépend qui est-ce que tu invites. Des fois, tu as des trucs absurdes. Tu peux regarder la concurrence aussi. Voilà. Il y a plein de stratégies. La question, c'est quelle est la stratégie? Est-ce qu'en tant que PO, j'ai accès à la stratégie? C'est-à-dire les critères qui font qu'on passe en 1 ce qu'on passe en 1. C'est juste ça que je pose. Une fois que tu as ça, on te pose la question suivante. Maintenant qu'on a bien posé, est-ce que tu peux me faire une feuille de route? Oh, ça, c'est mon sujet en ce moment. À la feuille de route, je kiffe. Je kiffe. La feuille de route, c'est un peu comme le DAU dans une organisation. Alors, tu connais pas le DAU et que tu es à Grenoble, c'est quand même bizarre, mais admettons. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Pour ceux qui habitent plus dans un pays un peu plus plat, le DAU est un animal qui a 2 pattes plus courtes que l'autre, mais que sur un côté. Le DAU, donc, ne peut tourner que dans un sens. Quand je dis que c'est le DAU, c'est quoi? C'est que tout le monde en parle. Ah, pardon, merci. Tout le monde cite. Il y a plein de retours d'expérience de feuilles de route. Ça c'est pas un problème. Ça, on en trouve plein. Par contre, qui en a vu une dans son organisation à elle, une feuille de route qui fait référence pour tout le monde? Bon, bah c'est bien, ça me confirme dans l'idée que pas grand monde. C'est parfait. Alors si, vous allez dire, c'est facile, tu mets T1, T2, T3. Si tu n'aimes pas les T, tu mets des S. Hein. Voilà. Puis si tu n'aimes pas les S, tu mets des A. Trimestre, semestre, année, pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais non, même ça, c'est pas suffisant. Il y a plein de gens qui disent non, ceci n'est pas une feuille de route. Alors, du coup, c'est quoi la feuille de route? C'est un peu comme quand tu donnes une carte IGN à quelqu'un, tu sais, tu regardes, tu vois le point A, tu vois le point B, tu dis « Oh, ça va pas très loin ». Sauf que tu n'as pas compris comment on lit les anneaux, et que ça, c'est les dénivelés, en fait. C'est juste ballot dans l'estimation. C'est un petit détail, Mais les feuilles de route, je ne sais pas, moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas vous. Mais en tout cas, elles sont souvent mal établies, mal suivies, elles ont de mauvaises hypothèses et elles peuvent être accentuées par un phénomène budgétaire que je n'explique toujours pas, mais qui est fortement déployé dans les organisations et qui va accélérer le drame du product owner. Ça va ajouter une pression supplémentaire, clairement. En tout cas, cette feuille de route, il va falloir l'établir. Quel est l'outil, quel est le moyen? Il y en a plein. Ça peut être une stratégie. Si je regarde mon GPS pour venir repartir à Lyon, eh bien, il va me donner plusieurs chemins. Si c'est ça la feuille de route, ok. Si la feuille de route c'est T1, T2, T3, ok. Mais c'est quoi la feuille de route commune? Et ça, c'est un enjeu de discussion. Vous avez compris qu'en tant que product owner, voilà, il y a tous ces enjeux-là. Donc dans cette sphère d'innovation, il y a tout ce qu'on a vu, tout ce qui va rentrer par plein de canaux différents. Je ne peux que vous inviter à réduire la demande, clairement, dans les enjeux du product owner de demain, quels que soient les outils que vous allez utiliser, quelles que soient les feuilles de route, réduisez la demande, réduisez la demande, réduisez la demande. Aujourd'hui, nous avons énormément d'organisations qui sont sous l'eau, qui sont saturées. Il y a toujours plus de demandes que la capacité à faire. Les goulets d'étranglement, on sait où ils sont chez les devs, on va se mentir. Après les devs, il y a la prod. Voilà, le goulet d'étranglement de toutes les organisations sont là. C'est pas que c'est les gens, ils font pas leur job, c'est un goulet d'étranglement. Et même quand on augmente les ressources, on arrive encore à augmenter le nombre de demandes. Donc, il y a un enjeu de réduire les demandes. Les organisations demandent trop. Donc, en tant que PO, tu es leader et acteur pour faire ça. Est-ce que tu pourras le faire? Je n'ai pas dit. J'ai juste dit que tu devais. J'ai juste fait une injonction. Je n'ai pas pris la responsabilité. J'ai le bon rôle. Mais on peut continuer à travailler dessus. Après, d'un point de vue de la livraison, il y a peut-être un enjeu en termes de product owner de changer le regard. Et ce que j'invite à faire à chacun des product owners, c'est vraiment regarder ce qui sort. Aujourd'hui, combien de product owners communiquent sur ce qui sort? Très peu. Très peu parce qu'ils sont concentrés par ce qui ne sort pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des organisations dont le récit est tourné autour de ce qu'il n'y a pas, et à l'inverse, on ne voit pas ce qui est fait et ce qui est produit. Et ça, c'est vraiment au product owner de porter ce récit, ce narratif positif, et ce n'est pas les autres qui vont pouvoir le voir. Donc oui, il y a des choses qui ne sortent pas, à l'évidence. Mais oui, il y a aussi plein de choses qui sortent. Alors le rôle de product owner, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arriver à faire ces passerelles entre les deux, cette dualité.
Et comment on fait la passerelle entre les deux? Il me semble qu'il y a encore un aspect peu exploré, c'est la création de modèles économiques. La création de modèles économiques pour établir des notions de valeur, rajouter une dimension qui nous manque cruellement, à savoir comment on va venir pondérer, contrebalancer cette notion d'estimation et de charge. Et je ne parle pas d'une valeur estimée en relatif, ce qui est déjà très bien, mais d'une valeur vraiment chiffrée. Et aujourd'hui, les product owners sont peu sensibilisés à cette question-là, parce qu'ils n'ont pas les clés aussi, on ne leur donne pas les clés, on ne peut pas leur donner, enfin, il y a plein de raisons. Alors, je sais que c'est dur d'être PO, franchement, c'est dur. Franchement, en tant que product owner, on doute, il faut faire exprimer les besoins, il faut partager, il faut converger, il faut décider ou il faut faire décider. Mes chers amis product owners, aujourd'hui ou pour demain, vraiment, les équipes et les projets ont besoin de vous, donc continuez à faire ce que vous faites. Et si jamais vous avez une question, pas de problème. Tournez-vous vers votre Scrum Master ou vers votre Agile Master, il saura vous aider. Je vous remercie. J'y réponds avec plaisir. Si on n'utilise pas Excel, si on n'utilise pas Trello, j'utilise Miro, Klaxoon, un tableau de post-it, il y a 1001 façons. Encore une fois, je redis, je ne veux pas que mon propos soit mal interprété, ces outils sont très bien, ils souffrent visuellement. En fait, voilà, on pourrait faire une aparté à part entière sur pourquoi les tableaux aujourd'hui sont inefficaces et inopérants. C'est juste que visuellement, ils ne proposent pas, voilà, il y a notamment, l'information est trop semblable. Il y a une uniformité. Donc, il faut trouver des outils qui proposent une singularité. Moi, je rêve d'un outil où, par exemple, quand on pose un post-it, ce ne soit jamais le même. Ce ne soit jamais la même couleur, ce ne soit jamais la même teinte. On pourrait s'accrocher au moins sur cette couleur-là. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout est uniforme. Je pense que ce serait juste une extension, ce ne serait pas très grand. Voilà. En tant que product owner, c'est juste. Yaka, Faucon et consorts. J'espère avoir répondu à la question. Il y a d'autres questions ? Tu m'as tué. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir vous proposer cette conférence. Je vous remercie énormément pour votre présence et votre écoute. Et puis, je vous souhaite un très bel Agile Grenoble.